Bonjour, bonsoir. Alors, je suis très heureux d'être là pour vous parler de ce nouveau sujet, enfin nouveau pour moi depuis 2 ans. Je suis un passionné de l'Afrique depuis 30 ans, mais j'ai décidé finalement d'initier une nouvelle carrière et de consacrer les années, les décennies qui viennent à l'Afrique. Et je voudrais essayer de vous expliquer pourquoi ce qui se passe en Afrique est juste bien supérieur à ce que vous pensez en général, et que l'Afrique pourrait dessiner un nouveau modèle de croissance, et un modèle de croissance qui pourrait être aussi notre modèle de croissance à terme, c'est-à-dire un modèle, moi ce que je dis, post-COP21, un modèle frugal, un modèle intelligent, un modèle agile, un modèle transversal. Et avant de parler de ça, je voudrais vous rappeler ce que vous savez pour la plupart tous d'une façon un peu évanescente, c'est quelles sont les dynamiques qui finalement propulsent la révolution digitale, parce que je crois que ce sont ces dynamiques qui sont appelés à s'exprimer en Afrique. Alors il y a une première notion que vous avez à l'esprit, celle-là c'est vraiment la plus connue, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. La loi de Moore, c'est quoi? C'est une loi qui dit que tous les 24 mois, les microprocesseurs doublent de puissance et qui a des conséquences incroyables. Ça c'est à peu près le premier ordinateur qui était connecté à ARPANET, à peu de choses près, c'est-à-dire avant le règne de l'IP. On est en 1976 et cet ordinateur, en coût de l'époque, qui coûtait à peu près $1 million, c'est-à-dire probablement des cas de millions de dollars aujourd'hui. Et très vite, on a assisté à ça. On a assisté à une baisse de ce coût d'un facteur 10, des ordinateurs qui se connectaient à des coûts moindres, et puis l'apparition de l'IP, du protocole TCP/IP, d'une façon générale, qui normalisait un peu la façon dont on se connectait au réseau global, tel qu'on l'appelait à l'époque. Si on fait 10 années, on rentre dans le domaine de la micro-informatique. Elle rentre dans les TPE, dans les entreprises, elle coûte encore cher, elle est encore complexe, mais elle commence à être accessible par des non-spécialistes. Et je vais faire 10 années de plus et vous allez voir qu'on rentre dans notre ère, on est en 2000, on est dans la micro-informatique personnelle, on estime qu'il y a à peu près 250 millions d'individus sur Terre qui sont connectés à Internet. Vous l'étiez probablement à cette époque-là, mais ça reste quand même une toute petite minorité des humains qui peuplent notre planète. Je fais encore 10 ans, et là, révolution, l'informatique rentre dans notre poche, avec à chaque fois des puissances qui sont évidemment supérieures, des processeurs qui sont de plus en plus véloces, qui consomment de moins en moins. Et le slide que vous allez voir va sans doute vous choquer, même vous qui êtes tous versés dans le monde du numérique, mais voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En juillet de cette année, une société indienne a commercialisé un smartphone à $3. $3, c'est le coût de l'écran, de la batterie, du microprocesseur, de tout l'environnement de tout ça. C'était commercialisé $3. Il s'est vendu probablement plus de 4 millions de ces téléphones mobiles en Inde aujourd'hui, c'est-à-dire quelques mois après cette annonce. Et tout ça, évidemment, est propulsé par la loi de Moore. Cette loi qui fait que, pour des coûts marginaux, on accède à l'information, on accède à la connaissance, et d'une façon générale, on connecte toute la planète. Alors où est-ce qu'on en est en termes de connexion? Eh bien, on est probablement aujourd'hui à un chiffre qui doit être aux alentours de 4 milliards. 4 milliards, ça veut dire qu'en seulement 18 mois, on a rajouté à peu près 1,8 milliard d'individus qui sont connectés à Internet. Donc on est au milieu de la courbe en S, on va voir ça juste après, et on crée massivement ce qu'on appelle des gains d'opportunité. Les gains d'opportunité, c'est finalement faire en sorte que les agents économiques, les agents sociaux soient mieux connectés et bénéficient de gains d'opportunité. Et alors, quand je veux exprimer les gains d'opportunité, j'aime bien parler de l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est un continent qui, en 2016, aura une croissance inférieure à 5,5, mais qui a quand même eu une très forte croissance en 2015. Et c'est une croissance qui a longtemps été un mystère pour les macroéconomistes, les gens qui essaient de comprendre quelle est l'origine de la croissance. Parce que on avait pour habitude de corréler la croissance africaine aux matières premières. Quand les matières premières valent cher, la croissance est élevée. Quand elles ne valent pas cher, comme c'est souvent le cas, c'était le cas ces quelques dernières années, eh bien, elle ralentit de façon importante. Mais il y a un certain nombre de pays en Afrique, par exemple le Rwanda, ou par exemple actuellement le Sénégal, où il n'y a pas de matières premières, ou extrêmement peu. Et ces pays ont connu, ou en tout cas pour le cas du Sénégal, connaissent des taux de croissance qui sont très importants, puisqu'on estime que la croissance sénégalaise, un pays qui a connu des très faibles croissances pendant des années, est en train de se réveiller
et qu'en 2017, elle devrait être de l'ordre de 6 à 7%, ce qui est tout à fait extraordinaire pour ce pays qui avait connu des 2, 3, 1% pendant très longtemps. Et puis le cas du Rwanda est encore plus spectaculaire. C'est un pays qui a une croissance qui, sur les 15 dernières années, n'a jamais été inférieure à 7%. Et c'est un pays qui n'a aucune matière première. Il n'y a que des matières agricoles, matières premières agricoles, mais pas de matières premières minérales. Et la croissance du Rwanda est une croissance complexe, une croissance qui est à la base des individus, à la base de la société civile, certes agricole, mais pas seulement. Alors, quand on veut exprimer ça de façon tangible, eh bien, on parle de MGDP. Le MGDP, c'est le Mobile PIB, le PIB mobile de ces pays. Ça donne quoi? Ça donne ça. Là, vous avez la croissance du PIB par habitant. Par habitant, c'est très important parce que ce n'est pas la croissance des pays qui serait évidemment supérieure à ça. Vous pouvez dire qu'à peu près depuis 1962 jusqu'à 1997, cette croissance a été négative. C'est-à-dire qu'un Africain de 1997 est à peu près un tiers plus pauvre qu'un Africain de 1962. Alors évidemment, si vous mettez la croissance démographique là-dessus, vous avez des courbes assez spectaculaires, dont certains pays se sont souvent vantés, mais la réalité, c'est que les gens s'appauvrissent. Et le proxy de ça, ce qui corrèle avec ça, c'est les télécommunications. Lorsque vous observez les télécommunications de 1962 alors je n'ai pas trouvé le graphique, mais de 1962 à 1997, eh bien, vous avez un nombre de lignes par habitant qui décroît. Et puis, à partir de 1997, ce qu'on voit d'ailleurs bien sur ce graphe, il y a un petit réveil des télécommunications. Et ce qui va se passer quand je vais appuyer sur ce bouton, c'est ça. C'est le fait que vous avez une explosion des télécommunications, un niveau de pénétration qui est aujourd'hui aux alentours de 70%, qui continue à être en forte croissance, et la corrélation, ça donne ceci. Ça donne une croissance très forte du revenu par Africain aujourd'hui. Si encore une fois, je retire l'inflation et je rajoute la démographie, j'ai des pays qui sont à 2, 3, 4 fois de croissance du PIB dans un espace de temps qui est de l'ordre de 15 années. Donc il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui est assez difficile à déterminer. Et là, je vais réappuyer sur le cliqueur et vous voyez que la croissance du PIB, eh bien, elle croît de façon extrêmement sensible par rapport à ce que c'était il y a seulement 20 ans auparavant. Et la corrélation, qui est aujourd'hui une corrélation avec cause, démontrée par la London School of Economics, c'est ceci. Là, vous avez les smartphones. Explosion des smartphones, une pénétration de cette courbe en S qui rejoint à peu près 100% d'ici 2025. Et ce que nous montre la London School of Economics, les travaux qui sont aujourd'hui reconnus, c'est que finalement, quand vous mettez un réseau de télécommunications mobile dans un pays donné, eh bien, vous avez les indices sociaux qui montent, vous avez le PIB par habitant qui croît, et d'une façon générale, vous avez un pays qui rentre dans une dynamique complètement nouvelle. Pourquoi ? Parce que les gains d'opportunité. C'est quoi les gains d'opportunité ? Prenez un fermier. Vous êtes un fermier. Imaginez un fermier qui est dans une situation très rudimentaire. 80% des emplois en Afrique sont des emplois agricoles. Les gens qui se trouvent en dessous des 2 $ de revenus sont quasiment exclusivement des fermiers. C'est-à-dire que toute la population africaine qui est la plus pauvre, ce sont des fermiers. Et malheureusement, comme ce sont les jobs les plus fréquents en Afrique, eh bien, c'est une très grande partie de l'Afrique qui est en dessous du seuil de pauvreté de façon relativement importante. Eh bien, ce fermier, il va faire sa récolte. Il va récolter du grain. Il n'a pas accès au système d'information. Il n'a pas accès aux télécommunications. Et donc, ce qu'il va faire, c'est essayer de la vendre. Il va essayer de la vendre et sans référentiel de prix, quelqu'un peut venir et lui dire, voilà, je t'achète tant ta récolte. Il ne sait pas que, comme en 2008, le blé a pris 250% d'augmentation en l'espace de seulement 2 mois et demi. Et lorsqu'il va se rendre sur le marché d'à côté, il ignore quel est le niveau de l'offre et de la demande. Et donc, s'il n'a pas de chance, il va se retrouver nez à nez avec ses collègues fermiers qui auront fait la même démarche que lui. Il y aura un surcroît d'offres pour une absence de demande et une destruction de valeur. Les agents de l'offre et de la demande ne seront pas alignés et donc très grosse destruction de valeur. Et ce qu'on a mesuré en Ouganda, un pays qui est très largement agricole, c'est que simplement en amenant des télécommunications, eh bien, en l'espace de seulement 9 ans, on a été capable d'accroître les revenus des fermiers de 80%. On les a quasiment doublés sans amener des silos à grains, sans amener des techniques nouvelles. On a amené de l'information. Et en amenant de l'information, on amène 3 choses. On amène un référentiel de prix, on amène un accès à la météo
et on peut diffuser des techniques agricoles beaucoup plus facilement. Quand je parle de diffuser des techniques agricoles, je ne parle pas de MOOC, je parle juste de faire en sorte que les fermiers communiquent entre eux par la voix, par les textes, et puissent se communiquer des techniques agricoles. C'est ça que l'on observe de cette façon-là. Et alors là, je vous parle d'un environnement qui est proto-numérique. Je vous parle de voix, je vous parle de texte. Mais quand je vous parle de smartphone, eh bien, ça donne ça. Alors ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'imagine que oui, M-Pesa, c'est du mobile banking. C'est probablement un des plus grands succès commerciaux qu'on ait jamais observé, ever. Pourquoi? Parce que si vous êtes capable, avec une application, de bancariser 50% d'un pays en seulement 8 ans, eh bien, vous pouvez imaginer que vous avez fait de grandes choses. Et quand je parle de bancariser, je parle de primo-accédant. Je parle du Kenya où il y avait 400 000 comptes bancaires qui étaient ouverts pour des individus auparavant, avant cette période, et vous passez de 400 000 à 22 millions d'individus, soit 50% de la population de ce pays, puisque vous avez 44 millions d'habitants au Kenya. Et la Banque mondiale, elle nous dit quoi? Elle nous dit les externalités de tout ça sont juste incroyables. D'abord, première conséquence, vous formalisez l'économie. Vous prenez de l'argent sous le matelas, vous en faites de l'argent sur le compte en banque. La Banque centrale, elle voit plus d'argent, qui est plus visible parce qu'il est enregistré sur les comptes en banque, et elle est capable d'emprunter sur les marchés internationaux de l'argent à moindre taux qu'elle reverse dans l'économie réelle. Donc vous avez un effet macroéconomique qui est très important. Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous avez de l'argent électronique, il circule mieux. Si avec de l'argent physique, vous voulez participer aux besoins au fonds de roulement de votre oncle qui se trouve à l'autre bout du Kenya, eh bien, vous êtes obligé de prendre un bus, de traverser le pays, d'aller lui donner l'argent que vous avez, et puis de revenir. Ce n'est pas efficace. Si vous êtes avec de l'argent électronique, on conçoit bien que tout accélère. Eh bien, la Banque mondiale nous dit, on estime, c'est une estimation, que sur la croissance du Kenya, qui est de l'ordre de 9% les 2 dernières années, un tiers de cette croissance vient de M-Pesa tout seul. Si vous allez au Kenya, vous allez voir des boutiques M-Pesa absolument partout, puisque le compensateur dans cette banque, eh bien, ce sont des épiciers de quartier, ce sont des marchands de vélos, ce sont tous les gens qui font de l'activité économique, qui peuvent potentiellement décaisser du M-Pesa ou avoir des opérations un peu plus complexes dans le cas de gens qui sont des concentrateurs de business, comme les épiceries de quartier. Ce phénomène de gain d'opportunité, on peut l'observer absolument partout. Au Libéria, le simple fait d'avoir introduit les télécommunications mobiles a fait augmenter les indices socio-sanitaires. C'est-à-dire que le fait que vous êtes capable d'introduire, sans rajouter des médecins dans un pays, des télécommunications, eh bien, ça vous permet de détecter les gens qui sont malades, d'emmener une voiture qui va les véhiculer à un centre sanitaire. Toutes ces choses-là font que vous transformez réellement le sort des gens juste en mettant des télécommunications. Et cette dynamique, elle ne fait que commencer. Elle est amenée à s'accélérer parce qu'elle est complétée de 2 autres choses que vous connaissez également. La deuxième dynamique, c'est celle de la multitude. La multitude, c'est celle de l'éducation. L'éducation, c'est le fait d'être capable de décentraliser des savoirs. Alors moi, j'aime bien parler de cette histoire incroyable de Sugata Mitra. Excusez-moi, je suis un peu perdu. C'est le fait d'être un peu en retard. De Sébastien Thrun. Sébastien Thrun, c'est un professeur en intelligence artificielle qui a lancé le premier MOOC d'intelligence artificielle et puis au-delà de ça, la plateforme Udacity. Et en fait, ce que dit Sébastien Thrun est juste remarquable. Il dit, je vous fais une longue histoire courte, j'ai eu 24 000 personnes qui ont participé à mon premier MOOC et je n'ai pas eu un seul pays au monde, y compris la Somalie, qui est un pays où il n'y a plus d'État, où il n'y a pas eu au moins un participant. Et donc, quand vous en êtes là, vous voyez qu'il y a une dynamique essentielle de l'humanité qui est en train de s'inscrire, c'est le fait de décentraliser les savoirs. Ce qui était finalement la puissance et la barrière à l'entrée de l'Occident est en train d'exploser. Parce que ces savoirs qui étaient localisés à Stanford et dans toutes les grandes universités de la planète, et qui faisaient que finalement, on pouvait se préserver les techniques et les connaissances, eh bien, sont en train d'exploser, exactement comme il y a 400 ans, le moine copiste, ou 300 ans plutôt, a explosé lorsque Gutenberg a inventé la presse à imprimer. Et puis, la conséquence de ça, qui est une conséquence très impressionnante, c'est des personnages comme lui. Alors, Mohamed Bachir Sheikh, c'est quoi? C'est personne. C'est un réfugié dans un camp de réfugiés, le camp de Dadaab, qui se trouve au nord du Kenya, dans lequel vous avez 1,5 million de personnes. C'est le plus grand camp de réfugiés au monde. Et c'est un camp qui n'est pas forcément le meilleur endroit où aller, puisque pendant des années, l'ONU n'assurait plus la sécurité dans la partie nord du camp. C'était tellement de gens,
tellement de conditions sanitaires épouvantables qu'ils n'arrivaient plus à assurer la sécurité. Et ce garçon, il a un jour décidé d'apprendre à coder. Il avait accès à des ordinateurs dans ce camp. C'est la seule chose comme il y a beaucoup de diasporas qui sont autour de ces réfugiés, ils avaient accès à des ordinateurs. D'abord, il a appris l'anglais. Après, il a appris l'informatique. Et puis après, il s'est mis à commercialiser son savoir. Et vous savez, sur des plateformes de type Upwork, des plateformes pour des développeurs, vous pouvez accéder à ce type de compétences. Et lui, il a commencé à se commercialiser. Puis, une fois qu'il a commencé à gagner sa vie, il a formé d'autres développeurs dans ce camp-là. Et finalement, aujourd'hui, il est ni plus ni moins ambassadeur itinérant de l'UNESCO pour le savoir et l'éducation, parce qu'il voit bien que son sort peut être réplicable dans un peu tous les domaines. Donc, deuxième dynamique essentielle, c'est finalement la capacité à distribuer les connaissances, à distribuer l'éducation à coût marginal. Je ne dis pas que les MOOC vont remplacer les systèmes éducatifs traditionnels, je dis que le paradigme traditionnel qui est de dire, finalement, il y a l'Occident qui a le savoir, et puis il y a les pays en développement qui ne l'ont pas, ce paradigme pourrait bien exploser dans les années qui viennent. Et puis, troisième dynamique, qui est vraiment intéressante également, c'est la même chose à l'égard des techniques. C'est le fait que les techniques les plus sophistiquées, techniques les plus avancées, aujourd'hui ne sont pas forcément localisées. La dynamique, finalement, de l'open source nous permet de faire exploser ça. Finalement, qu'est-ce qui différencie un Kenyan qui accède à Linux, aux dernières versions de Linux, avec finalement toutes les implémentations les plus sophistiquées qui peuvent exister pour les fermes de serveurs de Facebook, à un CTO de Facebook. Ils ne sont pas au même endroit, mais ils accèdent aux mêmes techniques, au même savoir. Et ça, c'est une dynamique qui est incroyable, parce que si vous y songez bien, des problématiques absolument essentielles pour l'Afrique, comme par exemple d'accéder à des techniques de pompage d'eau qui sont compliquées, on pourra imprimer des pompes demain. Et on pourrait imaginer que l'ensemble des savoirs essentiels de ces communautés puissent être accessibles et que l'ensemble des techniques essentielles puissent être imprimables. C'est le potentiel de la révolution digitale telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez toute une génération d'innovateurs africains qui commencent à émerger en disant le référentiel européen, le référentiel occidental, la façon dont vous avez construit le monde, ça nous intéresse, mais pas tant que ça. Parce qu'on pense qu'on peut le faire différemment. On peut faire des choses vraiment différemment. Et le fait que le mobile banking soit né en Afrique, eh bien, ce n'est pas un hasard. C'est juste que les besoins des Africains, ce n'était pas d'avoir des agences de quartier avec des office managers qui soient ouverts de 8h à 5h de l'après-midi, c'est d'avoir la banque partout, extrêmement véloce, extrêmement agile, même dans les coins les plus reculés, parce que les Africains, c'est la population la plus rurale au monde de cette façon-là. Et ils sont passés d'une innovation incrémentale, moi ce que j'appelle l'innovation en blouse blanche, ici, à une innovation de rupture. C'est-à-dire ils disent, votre référentiel ne nous intéresse pas, on va faire quelque chose de fondamentalement différent et on va le faire tout de suite. Alors ça donne quoi? Ça donne lui. Lui, il s'appelle Kevin Doe, c'est un Sierra Leonais. La Sierra Leone, c'est un des endroits vraiment les plus pauvres du monde. Eh bien, ce garçon, en récupérant des pièces dans les décharges, en allant comprendre comment on programmait sur différentes plateformes, il s'est mis à faire des BTS de télécommunications, donc des antennes de télécommunications qui leur permettaient de faire l'équivalent de ce qu'on appelle les femtocell ici. Puis, non seulement il a fait ça, mais il s'est mis à faire des régulateurs pour l'énergie solaire et tout un tas d'autres choses. Aujourd'hui, vous savez où il est? Il est au MIT. Il est fellow au MIT à 15 ans. Il a été repéré par le MIT alors qu'il avait 14 ans et il s'est fait embarquer là-bas. Voilà ce que vous observez dans le continent où vous avez le plus d'entrepreneurs et de très loin au monde, puisque la très très grande majorité des Africains qui travaillent pour leur propre compte, donc ce sont des entrepreneurs. Donc cette culture du risque, cette culture de la disruption que vous avez célébrée toute cette journée, eh bien elle est naturelle, elle est absolument culturelle en Afrique. Et ça revient à tout changer, ça revient à dire que finalement, on pourrait produire l'énergie d'une façon nouvelle. Est-ce qu'on la produit comme ça, ou est-ce qu'on la produit comme ça, avec des modèles de type MCOPA, de type Kingo, des modèles qu'on appelle des nanogrids, et qui sont beaucoup plus efficaces, parce que vous équilibrez l'offre et la demande d'une façon beaucoup plus performante, avec de l'intelligence, avec du numérique, avec de la data que vous mettez dans les réseaux. Est-ce que l'agriculture, vous la pensez très intensive, avec beaucoup d'eau, beaucoup d'intrants, dans un endroit où vous avez peu d'eau, vous n'avez pas de quoi acheter des intrants? Non, ce que vous faites, c'est que vous mettez des capteurs, vous commencez à observer comment les plantes fonctionnent, et vous faites, moi, ce que j'appelle de la permaculture intensive. C'est-à-dire que vous respectez l'environnement,
vous comprenez précisément les besoins des écosystèmes en micro-local, avec des photos infrarouges, avec des systèmes de drones, tels qu'on commence à en imaginer dans des pays comme le Rwanda, et vous êtes capable d'avoir des niveaux productifs qui sont extrêmement élevés, avec extrêmement peu d'intrants. C'est un peu le film demain, mais appliqué à l'Afrique. Est-ce que vous imaginez des systèmes de santé avec des scanners de ce type-là qui coûtent 3 millions de dollars, ou est-ce que vous les imaginez comme ça, avec des systèmes qui sont open source, qui coûtent 250 dollars à construire et qui peuvent être utilisés dans des territoires extrêmement reculés par des gens qui n'ont même pas d'expertise nécessairement médicale, parce que vous êtes dans une logique de cloud, vous allez exporter toutes ces données qui seront analysées potentiellement par des médecins, demain par des machine learning, et qui vous permettront de repenser complètement votre système de santé. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais tout ça c'est sympa, c'est des micros-exemples, et vu les enjeux, les problèmes que rencontre le continent africain, ça n'est pas à l'échelle. Eh bien, détrompez-vous, parce qu'il y a des gens qui font des travaux en économie qui ont étudié ce qu'on appelle le bénéfice de l'arriération. C'est-à-dire que quand vous êtes très en retard, eh bien, vous faites du leapfrogging, vous sautez les étapes. C'est ce qui s'est passé dans le domaine des télécommunications. Il n'y a jamais eu le niveau de télécommunication en cuivre en Afrique tel qu'on le connaît ici. Et ce niveau de cuivre, il nous a retardés. D'une certaine manière, on s'est dit, bah, ce n'est pas la peine d'utiliser des réseaux 3G, on ne les a pas fait aussi vite que ça. Eh bien, les analystes disent aujourd'hui, quand la 5G va se lancer, probablement que les Africains seront les premiers à l'avoir, parce qu'ils sont équipés de systèmes qui sont très virtualisés, de réseaux, et qui leur permettent de faire un upgrade logiciel pour passer directement à la 5G. Ce type d'exemples, ils sont innombrables. La durée du code, aujourd'hui, un code nouveau informatique, ça dure à peu près 12 ans. Eh bien, évidemment, ils ne sont pas formés au Fortran là-bas. Ils sont plutôt formés au code Sharp, au code Agile, les dernières générations de code qui arrivent. Donc voilà pourquoi, finalement, l'Afrique pourrait bien nous étonner et, au-delà de ça, mettre en œuvre des modèles de management, d'innovation agile, de frugalité, qui seront des modèles qu'on importera demain. Ces mots, les mots qui apparaissent, l'holacratie, ce sont des mots que vous retrouvez, pour ainsi dire, sous leur forme primaire, dans la façon dont la gouvernance des villages africains fonctionne. La frugalité, je viens de l'évoquer, la notion d'innovation de rupture, absolument essentielle, et puis la notion de co-création, la notion de pluridisciplinarité qui est mise en œuvre de cette façon-là. Et je finirai là-dessus. Quand vous observez les modèles de management qui existent de par le monde, ces modèles de management, que ce soit des modèles américains, des modèles coréens, des modèles toyotistes, des modèles tayloristes, des modèles bureaucratiques, des modèles administratifs, qui a été inventé par Henri Fayol en France, ici, voilà, on peut le regretter aujourd'hui, eh bien, ces modèles-là, ils parlent du modèle culturel, intrinsèque des pays. Et c'est pour ça que je pense qu'il est temps de faire apparaître un management africain. L'ère est venue. Et cette ère, c'est l'ère qui pourrait nous porter vers cette nouvelle dimension du monde, qui est une dimension où on n'essaye pas de produire toujours plus, mais on essaye d'être plus efficace, on essaye de créer des gains d'opportunités à très grande échelle. Voilà, c'est ça le défi sur lequel je me suis attelé. On fait une conférence qui a lieu à Marrakech, qui s'appelle Africa for Tech, pour parler de ces enjeux, juste avant la COP 22, parce qu'on pense que finalement, on est très très lié à ces enjeux de COP, donc du 2 au 5 novembre, et évidemment, vous êtes bienvenus à y participer. Je vous remercie pour votre attention.